Bonsoir, notre intervention aujourd'hui est intitulée Nature humaine et conditions humaines, différences sémantiques et procédurales. Quelle différence entre nature humaine et conditions humaines? Ces deux termes sont souvent utilisés indifféremment alors qu'ils désignent des éléments nettement différents. La nature humaine s'impose à nous par un effet de la nature. Elle était née, est indépendante de nous. Alors que la condition humaine englobe des expériences existentielles qui dépendront pour être bien ou mal vécues et de notre manière de vivre nos interactions avec le monde et les autres. Les éléments de la condition humaine sont donc de notre responsabilité. C'est même à la condition de le réussir que nous pourrons être pleinement humains et vivre de manière épanouie. Euh, L'homme est un être naturel, dépourvu d'instinct. Ses comportements ne sont pas commandés par sa nature biologique, à supposer qu'il dépose de prédispositions propres à l'espèce en la matière. C'est la civilisation qui modèle l'homme en fonction de sa valeur. Néanmoins, il est possible de faire l'hypothèse d'une nature morale, d'un idéal à atteindre. Cet idéal étant commun à tous les hommes, car non créé par eux, mais simplement dévoilé à leur réflexion. À ce titre, cet idéal est, transcendant, est défini. Ce doit être l'homme afin d'être digne d'être appelé tel, humain. Cependant, l'affirmation d'une transcendance relève d'une conviction, d'une manière de concevoir la réalité et non d'un simple constat. C'est ainsi qu'à cette conviction, on peut lui opposer une autre conviction radicalement différente. Jean-Paul Sartre refuse l'hypothèse d'un Dieu, mais également d'un idéal transcendant dévoilé par la raison, être raisonnable au sens où l'entend Platon, par exemple, peut être un libre choix d'un sujet conscient. Ce n'est pas une exigence enracinée dans la nature des choses. S'il n'y a aucune transcendance, qu'elle soit de nature religieuse ou issue de la raison, alors l'homme n'est au départ a priori rien de particulier. C'est l'homme, ou plutôt sa conscience radicalement libre, qui devront inventer l'homme, qui devront décider ce qu'il doit être, bref, qui décideront de son essence. Jean-Paul Sartre exprime cela en proclamant que chez les hommes, l'existence précède l'essence. Ce n'est pas le cas d'un objet fabriqué, celui-ci incarnant dans une matière l'idée de l'artisan qui l'a réalisé. Ce n'est pas le cas de l'animal qui doit obéir à ce que sa nature biologique a prévu pour lui. Dans ces deux cas, l'essence, c'est-à-dire les caractéristiques originelles spécifiques qui définissent les réalités en question, précédaient leur existence. Si on nie la transcendance, l'idée de nature humaine, l'idée de l'homme, d'un homme universel défini a priori, perdait tout leur sens. Être humaniste ne consiste plus à prendre pour modèle un idéal transcendant, mais à inventer l'homme tel qu'on veut qu'il soit. Cet homme inventé exprimera la manière particulière d'assumer les caractéristiques du milieu dans lequel le sujet évolue et qui, au-delà de leur diversité, comportait trois points communs incontournables. L'homme né sans l'avoir demandé, il vit avec autrui, il est appelé à mourir. Ce sont trois points communs incontournables de l'homme. Ce point commun définissait la condition universelle de l'homme. De plus, je répète, l'homme né sans l'avoir demandé, il vit avec autrui, il est appelé à mourir. De plus, nous verrons que Sartre considère que l'homme, inventé par l'homme, a vocation à incarner une manière d'être universelle, car chacun de nous étant condamné à vivre avec autrui. L'idée que nous
forgeant de l'homme est inévitablement celle de relations naturelles, mutuelles que nous devons entretenir entre nous, dessinant par là même un homme universel. Mais le refus d'un universel transcendant conduit en la matière à une impasse, car comment trancher entre les pluralités de figures universelles inventées par les innombrables consciences libres? Si Arendt affirme que le dessein des idéologies totalitaires n'est pas la transformation du monde extérieur ni la transmutation révolutionnaire de la société, mais la transformation de la nature humaine elle-même, son analyse de Kant montre combien, au contraire, toute tentative de transformation de la nature humaine conduit nécessairement à sa destruction. Rejetant une métaphysique de l'homme et une idée de nature qui interdisait de penser les conditions mondaines de l'homme, Arendt renvoie au rapport complexe entre l'essence et l'existence, telles que les analyses de être et temps ou celles de l'être et l'union ont reformulé. Être et temps chez Heidegger, être et l'union chez Jean-Paul Sartre. La nature humaine n'a de sens qu'au titre de conditions existentielles et de son existence historique, et non comme essence éternelle. Il n'y a plus de sens de l'homme hors de ces conditions historiques d'existence qu'il y a des sens du totalitarisme hors de son effectuation historique, c'est-à-dire hors d'un processus de cristallisation de l'humain, en eux-mêmes non totalitaires. Les enjeux de cette approche sont considérables. D'une part, elle conduit Arendt à substituer au concept de nature humaine auquel elle recourt encore les origines du totalitarisme, celui des conditions humaines par lesquelles précisément peut se concevoir sans contradiction une transformation des données ou des éléments en raison desquels on peut parler d'humanité de l'homme, des hommes. Substitution corrélative de celle d'une idée politique de l'humanité à la conception métaphysique traditionnelle qu'on rencontre dans l'analyse politique de la culpabilité politique collective. D'autre part, elle exige des requisites de tout point de vue métaphysique à la fois essentialiste et ahistorique, sans pour autant sombrer dans l'historicisme radical qui s'interdit d'autres évaluations des gestes humains que la consécration de l'histoire. D'un côté, Arendt développe dans les conditions de l'homme moderne une problématique de conditions d'humanité ou de la conditionnalité humaine par où, au lieu de l'idée d'une nature humaine, elle reprendra à sa façon l'analyse de mode d'être, de monde de plaisir en leurs activités et selon les conditions que les définissaient. L'idée des conditions humaines et celle des conditions attachées au mode de l'activité humaine ne peuvent échapper aux limites grossières des concepts de nature humaine. Qu'on reprend l'accueil de élucidations philologiques de monde d'inscription de l'humain dans le monde et de son articulation à la communauté plurielle des humains. Dans une conférence de 1953, Arendt écrit la politique a très peu à faire avec la nature de l'homme, au sujet de laquelle on ne peut prononcer aucune affirmation solide, mais a beaucoup à faire avec la condition de l'homme, c'est-à-dire, à proprement parler, avec le fait que quelle que puisse être la nature de l'homme, à supposer que l'homme ait une nature à proprement parler, ce n'est pas un homme pécheurs ou malfaisants, mais de nombreux hommes qui vivaient ensemble et habitaient le monde. Sans la pluralité des hommes, il n'y aura pas de politique. Et cette pluralité n'est pas une qualité de sa nature, mais la quintessence même de sa condition terrestre. Il n'y a pas de naturalité de politique s'il n'y a pas dans la nature de l'homme d'être un être politique, puisque le caractère politique de l'humain affecte son existence
et non son essence. C'est la modalité fondamentale de son existence, de son être au monde, dont le concept de condition doit rendre compte. La pluralité et la condition politique de l'humain, elle n'est pas un attribut de l'essence de l'homme, condition de l'agir humain que rend l'action possible de notre part, que rend l'action humaine d'autre part, loin de qualifier l'homme in abstracto, elle constitue un trait existentiel de son être au monde. Il n'y a sans doute rien à dire sur la nature de l'homme. En revanche, il y a tout à prendre de l'examen des conditions d'existence des hommes, donc de leurs activités. Des éléments de l'argumentation d'Arendt sont particulièrement remarquables. Le premier fait apparaître que la seule essence de l'humain, loin d'être une supposée nature immuable dans le processus, sera fait tant de fois et la liberté au sens politique qu'illustre la police. Le succès du totalitarisme dans sa tentative de transformation de la nature humaine correspondrait exactement à une élimination bien plus radicale de la liberté comme réalité politique, comme réalité humaine, que tout ce à quoi nous avons pu assister jusqu'à ce jour. Dans cette perspective, la transformation de la nature humaine désigne explicitement la tentative totalitaire de produire des humains privés de ce que le rend proprement humain. Leur liberté politique leur revient au même de dire que l'homme lui-même a été détruit ou que la liberté n'appartient plus aux facultés essentielles de l'homme. Sous la condition de natalité, la liberté est pensée comme un trait existentiel de l'existence humain, tel que sa suppression équivaut à la suppression de l'humain. L'épreuve de Kant, comme y insistait, tout le témoignage nous apprend que la liberté est indestructible tant que subsiste un lien humain institué, qu'on gît le cœur de l'humain. Arendt déplace l'accent de la nature à la condition humaine. L'humanité des hommes ne s'accomplit pleinement que sous condition de la liberté politique. C'est à Montesquieu qu'Arendt on appelle pour opérer ces déplacements. L'homme, cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature lorsqu'on a lui montre, d'en prendre jusqu'au sentiment lorsqu'on la lui dérobe. Dans cette formule de Montesquieu, Arendt trouve le second point remarquable de son argumentation. Je répète la citation de Montesquieu: l'homme, dans cet être flexible, se pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est également capable de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre, et d'en perdre jusqu'au sentiment lorsqu'on la lui dérobe. Dans cette formule de Montesquieu, Arendt trouve le second point remarquable de son argumentation, car il s'agit moins de comprendre comment une nature au sens métaphysique pourrait être changée, de comprendre comment une entreprise qui se veut politique peut aller jusqu'à dérober à l'homme sa nature, c'est-à-dire sa liberté politique. Bref, comment une société peut priver les humains de leur existence politique en les privant de liens humains, de la liberté, au point de la perte de la capacité d'agir politiquement, et jusqu'à se traduire dans la disparition de la recherche de sens et de besoin de comprendre. La transformation de la nature humaine entreprise dans le camp doit donc se comprendre comme une éradication de cette liberté qui déploie toujours entre les hommes en sorte de constituer leurs conditions d'humains. Dérober aux hommes leur nature, c'est alors, selon l'intuition de Montesquieu, leur faire perdre jusqu'au sentiment de leur humanité dont l'épreuve soutenue d'une indignité, d'une non-liberté expérimentée sous la forme d'une existence animale, précisément
et monde. La compréhension de la cosmisme comme problème de la modernité à l'œuvre dans les politiques totalitaires témoigne d'une position d'Hannah Arendt originale dans l'appréciation de la modernité. Toute la manière de penser d'Arendt consiste à dépasser les appréciations idéologiques dont se nourrit la critique aussi bien que l'apologie de la modernité. Son analyse dépasse l'opposition moderne, anti-moderne. Sa position prend sens depuis un autre horizon proprement philosophique et qui réactive une interrogation ancienne, celui de l'institution d'un monde commun dont le système totalitaire peut se comprendre comme la négation systématique et auquel, par bien des aspects, la société moderne a également porté atteinte. Ce qui est donc en jeu au travers de l'expérience de la domination totale n'est pas simplement une nouvelle forme d'organisation de la vie collective, mais la condition humaine en tant que telle, car on examine au croisement de la vie et de l'appartenance au monde et de la pluralité. Je cite Arendt dans Condition humaine, la condition humaine n'est pas nature humaine, la nature humaine. Dans sa compréhension, la condition humaine, je cite Arendt, la condition humaine dépasse les conditions dans lesquelles la vie est donnée à l'homme. Les hommes sont des êtres conditionnés parce que tout ce qu'ils rencontrent se change immédiatement en condition de leur existence. Le monde dans lequel se coule la vita activa consiste en objets produits par des activités humaines, mais les objets qui doivent leur existence aux hommes exclusivement conditionnent néanmoins de façon constante leur créateur. Outre les conditions dans lesquelles la vie est donnée à l'homme sur Terre et en partie sur leur base, les hommes créent constamment des conditions fabriquées qui leur sont propres et qui, malgré leur origine humaine et leur variabilité, ont la même force de conditionnement que les objets naturels. Tout ce qui touche la vie humaine, tout ce qui se maintient en relation avec elle, assume immédiatement le caractère de condition de l'existence humaine. C'est pourquoi les hommes, quoi qu'ils fassent, sont toujours des êtres conditionnés. Tout ce qui pénètre dans le monde humain, ou tout ce qui l'effort de l'homme y fait entrer, fait aussi partie de la condition humaine. L'influence de la réalité du monde sur l'existence humaine est ressentie comme force du conditionnement. L'objectivité du monde, son caractère d'objet ou de chose et la condition humaine sont complémentaires parce que l'existence humaine est une existence conditionnée. Elle sera impossible sans les choses et les choses seraient une masse d'éléments disparaître à un non-monde. Si elle ne servit à conditionner l'existence humaine, évitons tout malentendu, la condition humaine ne s'identifie pas à la nature humaine. Il est fort peu probable que pouvons connaître, déterminer, définir la nature de tous les objets que nous entourent et qui ne sont pas nous soyons jamais capables d'en faire autant pour nous-mêmes. Ce sera sauter par-dessus notre ombre. De plus, rien en nous autorise à supposer que l'homme ait une nature ou une naissance comme ont les autres objets. Conclusion, la condition humaine est définie comme les caractéristiques, événements majeurs et situations qui composent l'essentiel de l'existence humaine, tels que la naissance, la croissance, l'aptitude à ressentir des émotions ou à former des aspirations, le conflit, la mortalité. Il s'agit d'une question très vaste qui a été continue d'être l'objet de réflexions et d'analyses dans un grand nombre de domaines anthropologiques, artistiques, biologiques, littéraires, historiques, philosophiques, psychologiques, religieux, sociologiques, pour citer les principaux.
Dans un contexte littéraire, on parle généralement de la condition humaine lorsqu'il est question du sujet, lequel le sens de la vie ou les problèmes moraux liés au contexte et à l'époque historique. Les dictionnaires de la philosophie donnent un contexte général dont dépendent les personnes alors que la cause est c'est par quoi un phénomène existe, la condition et sans quoi un phénomène n'existe pas. La condition ne produit pas l'effet, elle laisse la cause le produire. Exemple, la lumière est la condition de la lecture. Une condition peut être qualifiée de suffisante, nécessaire. Si elle est telle qu'elle soit posée, elle entraîne nécessairement les conséquences prévues et l'exclut nécessairement si elle ne peut pas poser. La condition humaine, expression introduite par Montaigne et utilisée à l'époque moderne, Malraux, Sartre notamment, en remplaçant de celle classique de nature humaine, qu'elle a l'inconvénient de figer l'existence humaine définitivement. Karl Marx est souvent considéré comme ayant été le premier, vers 1845, à déplacer le champ de la philosophie de la question de la nature aux essences humaines vers celui de sa condition, ébranlant du coup l'ensemble de l'idéologie humaniste. Arendt aussi précise l'influence de la réalité du monde sur l'existence humaine et ressentie et reçue comme force de conditionnement. L'objectivité du monde, son caractère d'objet ou de chose, et la condition humaine sont complémentaires parce que l'existence humaine est une existence conditionnée. Elle serait impossible sans les choses. Et les choses seraient une masse d'éléments disparaître. Un non-monde si elle ne servait à conditionner l'existence humaine. D'autre part, elle veut éviter tout malentendu. La condition humaine ne s'identifie pas à la nature humaine. Elle est la somme des activités et des facultés humaines qui, correspondant à la condition humaine, ne constituent en rien ce que l'on peut appeler nature humaine. Quelle est alors finalement la différence entre la nature humaine et la condition humaine? Finalement, la condition humaine concerne nos qualités positives et négatives, tandis que la nature humaine implique nos réponses émotionnelles à ces traits. Il semble que la condition humaine nous relie les uns aux autres et à l'histoire universelle que nous racontons tous ensemble. Voilà notre intervention intitulée La signification philosophique de la nature humaine et de la condition humaine est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.